La Blasmat. Oui, chérie. Alors, j'ai été licenciée de l'Éducation nationale en 2016 et à ce moment-là, j'ai décidé, comme je ne savais pas ce que je voulais faire, j'ai décidé de faire des stages en crèche et en MAM. Et j'étais dans la MAM où m'avait été ma fille, où elles m'ont invitée très gentiment. Et en fait, en étant là-bas, je me suis sentie tellement dans mon élément que je me suis dit, il faut vraiment, c'est vraiment ça que je veux faire en fait. Voilà. Donc bonjour et bienvenue pour ce deuxième numéro de Blabla Smat et je suis ravi d'accueillir donc ma deuxième invitée qui n'est autre que Magali la badass mat comme vous la connaissez. Donc bonjour à toi Magali et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Merci à toi. Première chose très simple, c'est tu es d'où toi Magali à peu près? Alors moi j'habite à 10 km de Fontainebleau, au sud de la Seine-et-Marne, à 5 km du Loiret à peu près. D'accord, ok. Tu as SMAT depuis combien de temps maintenant? Alors ça fait 2 ans que j'ai mon agrément, mais j'ai commencé à travailler il y a un peu plus de 18 mois. D'accord, ok, donc c'est relativement... c'est assez récent, oui. C'est assez récent, ouais, tout à fait. Tu as un agrément pour combien de places et voilà. Alors j'ai un agrément pour 2 enfants, pour l'instant 2 enfants qui va passer à 3 en avril, en plein temps et un périscolaire. Sachant que en fait j'ai pour l'instant 2 enfants qui se partagent un agrément. D'accord. Ok. Donc 18 mois, tu me disais du coup en tant qu'asthmate. Du coup, toi, tu avais un peu d'ancienneté dans le domaine justement de la petite enfance auparavant ou pas? Alors en fait, moi j'ai fait plein de métiers auparavant. J'ai commencé par être comédienne. Après, j'ai travaillé dans les relations publiques dans les théâtres, ce qui n'a rien à voir. Et ensuite, j'ai été éducatrice spécialisée pendant 10 ans. Donc j'ai travaillé avec des enfants et avec des adultes. Beaucoup avec des enfants et des adultes en situation de handicap. C'était le plus gros de mon travail. D'accord. Et après, j'ai passé le concours de prof des écoles. J'étais prof des écoles donc en maternelle. Et en fait, j'ai été virée, mais en même temps, ça me plaisait pas du tout. Donc voilà. Donc du coup, je suis devenue asthmate. Et maintenant, j'adore mon métier. Voilà. D'accord. Donc tu as déjà baigné un petit peu dans le milieu quand même des enfants, quoi, entre guillemets, enfin de l'enfance. Oui. Après, moi, depuis que je suis, en fait, quand j'étais petite, ça épatait tout le monde parce que dès qu'on était dans une fête ou à l'école, je m'occupais des plus petits, en fait. J'allais jamais avec les enfants de mon âge, je m'occupais à faire l'animation auprès des plus petits. C'est ce qui m'intéressait. Une question un peu idiote, mais effectivement, qu'est-ce qu'être éducatrice spécialisée exactement, en fait? Alors c'est pas une question idiote parce que même moi j'aurais du mal à te donner une définition. En fait, c'est un métier où tu accompagnes des gens qui sont en difficulté sociale ou physique ou voilà. C'est un accompagnement. C'est censé être un accompagnement à la vie sociale et à intégrer la vie de tout le monde, de monsieur, madame, tout le monde, comme monsieur, madame, tout le monde, pour des gens qui ont un handicap social, ce qu'on appelle un handicap social ou un handicap physique ou un handicap intellectuel. Donc tu gères en fait le côté humain, pas le côté administratif par exemple, c'est ça? C'est aussi, tu gères aussi le côté administratif, parce que tu peux faire des dossiers, MDPH, tu peux être accompagné, tu peux accompagner à faire des dossiers MDPH si il y a des gens qui sont en capacité de le faire. Tu peux essayer de trouver des structures pour des SDF, voilà, donc et à faire un accompagnement à la. J'ai fait ça aussi, j'ai travaillé avec des SDF, je faisais un accompagnement à l'habitation, je travaillais en psychiatrie pour faire des accompagnements à la sortie d'hôpitaux,
Voilà, donc ça peut être plein de choses très différentes. D'accord. Je repars un petit peu sur autre chose. Du coup, donc toi, t'es une blogueuse également. Tu tiens un blog actuellement. J'ai cru comprendre que tu étais également une ancienne blogueuse. Tu tenais déjà un blog auparavant, si j'ai bien compris. Oui, en fait, j'ai une fille qui a 10 ans et à la naissance de ma fille, j'ai soulevé plein de choses en fait que je n'avais pas imaginées. Comme le fait qu'on était très seuls, enfin très peu accompagnés, tout ça, et qu'on était très vite jugés. Ça m'avait vraiment beaucoup marqué que quoi qu'on fasse, on était jugés en tant que mère. Et moi, qui avais eu pas mal de difficultés avec ma maternité, en fait, ça a été très violent. Et du coup, j'ai décidé d'écrire ça sur un blog avec beaucoup d'humour. Et en fait, mon blog avait très très vite, c'était l'époque où les blogs marchaient très bien, et avait très très vite marché. Et du coup, comme en plus, on était dans les pionnières de la blog, ce qu'on appelait la blogomaman, c'est-à-dire qu'on était les premières. Pour te donner des noms, à l'époque, on n'était pas beaucoup, hein. Donc avec moi, il y avait Virginie Grimaldi, qui est maintenant écrivain. Ah, oui. Il y avait Marlène Schiappa, qui est maintenant ministre. Et voilà, donc voilà. Après, il y avait l'Américaine, il y avait. On était comme ça, on était une dizaine et on se connaissait toutes en fait. Donc du coup, voilà, on était un petit groupe et après ça s'est un peu plus démocratisé, mais. D'accord. Voilà, donc je faisais partie de ce groupe-là. Pourquoi justement ouvrir un blog? Ça t'a permis de faire quoi, toi? Ça t'a permis de libérer de certaines choses? Bah en fait, moi j'ai toujours aimé écrire et partager, et en plus j'ai toujours l'impression que j'étais jamais totalement raccord avec le discours des gens en fait. Quand j'entendais un truc, j'étais toujours un peu à côté. D'accord. Donc j'ai commencé à écrire parce que j'étais jamais tout à fait d'accord avec ce que disaient les autres. D'accord. Et puis je me suis aperçue qu'en fait il y avait plein de gens qui étaient comme moi, qui étaient pas tout à fait dans le discours ambiant et qui osaient pas forcément le dire, et que du coup ça permettait de libérer la parole et de trouver des gens qui étaient avec qui je pouvais échanger là-dessus, quoi. D'accord. C'était pas très, à l'époque par exemple, c'était pas très. Moi j'ai eu un article qui a explosé à l'époque sur le fait d'être maternant en fait, sur ce qu'on appelait les mamans maternantes, c'est-à-dire celles qui faisaient le cododo, le sein, enfin voilà, qui était le maternage proximal. Et moi j'expliquais que moi c'était pas mon truc et que je le sentais pas du tout comme ça, et que j'avais l'impression que ma fille n'était pas dans ce rapport-là. Et je me suis fait incendier d'avoir dit ça, que je me rendais pas compte, que voilà. Et finalement il y a une deuxième vague où il y a des tas de filles qui sont arrivées en me disant mais merci, parce que moi j'osais pas le dire, que c'était pas mon truc, quoi. D'accord. Et ça a permis voilà, d'autres opinions différentes finalement. Exactement. Et du coup, ça m'a vraiment encouragée à dire des choses, et sur le fait d'être maman, et sur la découverte d'être maman. Là, après, ma fille a grandi, donc on a un peu abandonné ça, mais et puis ça allait mieux, donc j'ai plus ce besoin-là. Mais j'ai ressenti un peu la même chose en étant assistante maternelle, en découvrant plein de choses sur ce métier, et D'accord. Et personne ne dit, quoi. Enfin, personne ne dit, quoi. Voilà, donc ça a permis de se libérer, de dire des choses que les gens pensent et ne disent pas forcément. Voilà, exactement. On va tâcher évidemment, on va essayer de tâcher de faire ça, c'est de rattacher les sujets dont on va parler auprès de tes articles du coup, parce qu'effectivement, ça va forcément créer un lien entre les deux. Notamment les premiers où tu écris effectivement pourquoi ce blog, et là effectivement où tu parles de la raison pour laquelle tu as commencé ce blog là. Oui, parce que j'aurais pu répondre. Vas-y. Oui, d'accord. En fait, oui, parce que en fait, moi, au départ, quand j'ai commencé, je cherchais un peu des blogs, parce que c'est un peu mon truc, où on allait pouvoir me conseiller sur quoi faire, etc. Et je tombais, à part les Limerty, que finalement c'est la seule que j'ai suivie parce que elle parlait d'autres choses, et je ne tombais que sur des blogs où c'était des gens qui disaient ce qu'ils avaient mangé à midi, les activités qu'ils allaient faire, ou qu'ils avaient faites, et il y avait rien d'autre, quoi. En fait, t'avais l'impression que c'était vraiment et finalement il y avait pas de fond, et moi j'avais envie de découvrir on nous demande de pas crier sur les enfants, ce qui est normal, hein, je ne criais pas sur les enfants, c'est pas le truc, mais de me dire ok, c'est une information intéressante, mais pourquoi, tu vois?
et d'aller chercher, tiens, pourquoi, ah oui, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant? Bon, ça m'intéressait aussi de savoir, alors ça veut pas dire que je fais pas des articles un peu plus légers, un peu plus marrants, mais tu vois, ou de dire à un moment donné, tiens, voilà, on nous parle de la méthode Montessori à foison, mais qu'est-ce que c'est que la méthode Montessori, puis pourquoi il faut nous la faire faire, et pourquoi, voilà, et est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut nous proposer que la méthode Montessori, voilà, et juste d'aller un peu plus loin que simplement de poser des choses comme ça, un peu comme elles exposent dans les blogs. Il y a beaucoup de blogs effectivement qui sont existants qui où c'est du partage de création, comme tu dis, effectivement, il y a beaucoup de ça. Hein. Et il y a assez peu de fond, finalement, t'as raison, effectivement, là-dessus, ouais. J'avais un besoin, enfin, sans être méchante avec ces blogs-là, hein, qu'on mérite d'exister et qui apportent quelque chose que sans doute les gens cherchent, mais moi j'avais besoin d'un peu plus de profondeur, quoi, d'un peu plus de réflexion sur mon travail, sur le sens que j'allais y donner, voilà. Ça m'intéressait plus. Alors, je suis en train de noter en même temps des petites notes pour moi, donc je t'en parlerai un tout petit peu plus tard, justement, sur des choses que tu abordes, et je rebondirai là-dessus sur un tout petit peu plus tard. Je reviens sur le métier d'asthmate. Donc, avant, toi, de commencer ce métier, donc le métier d'assistante maternelle, t'avais quoi ta vision du métier, c'était quoi exactement? T'avais des préjugés là-dessus, justement, des idées assez préconçues, on va dire, sur le métier ou pas du tout? Non, alors moi j'ai eu de la chance, c'est-à-dire que ma fille est allée chez une badass, on peut le dire. Voilà, la crème de l'assistante maternelle qui a ouvert une MAM d'ailleurs par la suite. Ouais. Au moment où ma fille y était. Et du coup, je me suis rendu compte du dévouement de cette femme en tout cas, parce que vraiment elle était là, quand je l'appelais que j'avais un souci, jamais elle m'a culpabilisé de laisser ma fille un jour où j'allais pas bien ou un jour où j'étais en retard, etc. D'accord. C'est quelqu'un qui était très à l'écoute et très 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 vraiment dans le besoin de ma fille, quoi. Voilà. D'accord. À écouter les besoins de ma fille et franchement, mais je la remercie 1000 fois. Et d'avoir eu cet exemple-là de dévotion auprès des enfants qu'elle gardait, j'ai eu une image. Et en plus, tout ce qu'elle lui a apporté, quand elle est arrivée à l'école, ma fille, elle était ultra prête, ultra... D'accord. Voilà. Et j'ai trouvé ça génial, quoi. Et donc, j'avais cette image-là de l'assistante maternelle qui apporte vraiment quelque chose à l'enfant, qui donne du sens à son vraiment, cette idée de donner du sens a beaucoup d'importance pour moi, quoi. Du positif, parce que vraiment, en fait. Voilà. Et de vraiment ne pas être là seulement pour garder des enfants et de changer des couches, quoi. Bon, évidemment, ça existe, mais c'est pas la majorité. Ouais. Et je trouvais ça, je trouve ça formidable. Et voilà, j'avais cette image-là, moi, de cette femme-là qui vraiment était une super asthmate, quoi. D'accord. Donc en fait, tu connaissais du coup le fonctionnement d'une MAM pour le coup. Oui, moi c'est mon projet, hein. Une MAM, là on est très très avancé puisque normalement la mienne s'ouvrira l'année prochaine si tout va bien. Mais oui, du coup en fait, la MAM où ma fille était il y a 10 ans et la première MAM de Seine-et-Marne, je crois que c'était la première MAM d'Île-de-France même. Et en France, il devait y en avoir 3 ou 4 à l'époque. Ah oui. Donc c'est vraiment le tout début des MAM, quoi. Et c'est une des premières MAM de France qui était ouverte. Et voilà, donc je connaissais du coup le fonctionnement des MAM. Elle est toujours, elle existe toujours cette MAM? Non, elle vient de fermer parce que elle a eu l'année dernière, parce qu'il y a eu une dénonciation calomnieuse et que du coup, ça s'est très mal terminé. Mais donc on a essayé de les soutenir un maximum, etc. Mais ça a été très dur. Ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé, ouais. D'accord. Mais ok. Bon. On va rebondir là-dessus. Oui, justement, par rapport à ton métier, donc, qui est assistante maternelle, est-ce que tu as rencontré, toi, des difficultés, justement, pour accéder à ce métier-là, ou au contraire, pas du tout, tu t'es dit, ça t'a conforté dans l'idée que, c'est exactement ce que tu voulais faire, finalement? Ah non, mais moi, plus j'y suis, et plus je trouve que c'est un métier qui est fait pour moi, quoi. Je pense que j'aurais dû commencer, ça m'avait un peu effleuré à l'adolescence, mais j'aurais dû y venir plus tôt, quoi, parce que moi, je suis passionnée de psychologie de l'enfant, donc là, je peux
ça va être mal interprété ce que je veux dire, mais je peux m'exercer sur les enfants. Voilà, je peux faire mes petites expériences, voilà, mais toujours dans le bien-être de l'enfant, bien entendu, mais pour leur apporter du mieux, hein, c'est ça que je veux dire. Mais voilà, sans que personne au-dessus me dise oui, mais il faut pas faire ci, il faut pas faire ça parce que tu comprends, etc. Voilà, je peux avoir, j'ai un rapport avec eux qui est unique. Je prends un plaisir pas possible à faire des choses, à établir ce lien, à leur apporter, essayer d'apporter un minimum de savoir et d'apprentissage, et puis de jouer un rôle pour des enfants dans une vie, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Tu me disais également que tu observes beaucoup, Ah oui. C'est quelque chose qui te fait de prendre des notes, d'observer, d'en tirer des conclusions, etc., voir comment ils sont, comment ils se développent, etc., j'imagine. Oui, moi je les observe énormément. Des fois même je les filme pour regarder ce qu'ils font à tel âge. Donc j'ai des films à plusieurs moments, différents âges pour voir la révolution, pouvoir appuyer sur certaines choses quand je vois que il y a pas du retard, mais comme ils traînent un peu sur quelque chose, de les aider, de les accompagner, d'essayer de leur faire découvrir des choses. Moi, je sors énormément, j'essaye de m'appuyer sur des choses à l'extérieur. L'important c'est que j'adore les regarder grandir, quoi. C'est formidable, je trouve, de regarder grandir un enfant, de le voir évoluer, de le voir changer. Là, moi, j'en ai un, la première fois que je l'ai accueilli, il avait tout juste 3 mois. Là, il a 18 mois. C'est extraordinaire. C'est formidable de voir un bébé devenir un humain, quoi, devenir un petit homme, quoi. Non, mais c'est magique. Ça passe vite déjà, je trouve, moi. Puis ça, ouais, du coup, puis comme tu dis, ça passe tellement vite que du coup, évidemment, tu vois l'évolution et tu te dis, mais il y a 18 mois, par exemple, il y a 10 mois, il était pas comme ça, effectivement, et en lien avec les parents, pour le coup, ça a permis de voir ensemble comment il a pu se développer, il ou elle a pu se développer, quoi. Donc Ouais, exactement. Moi, je sais que lui, il a fait ses premiers pas chez moi, que c'est des cadeaux, quoi. Tu vois, il y a un moment où tu le reçois, c'est un enfant qui est sur le dos, qui s'émerveille de 3 trucs qui brillent au-dessus de lui. Et 18 mois plus tard, c'est un gamin qui galope, qui t'appelle nounou et qui te dit et qui commence à réclamer le pot il y a un truc de magique là-dedans, quoi. Et de pouvoir observer ça tous les jours, d'avoir ce temps-là d'observation, de le voir commencer l'autre jour, il commençait à imbriquer des Legos. Alors il était tout content parce qu'il arrivait à faire des formes avec les Legos. C'est génial, quoi. Tu te dis de voir cet enfant-là. C'est clair. Du coup, lorsque tu as commencé ton activité d'assistante maternelle, tu avais déjà toi en tête un fonctionnement précis de comment tu l'es organisé dans, par exemple, ta journée, ta semaine, etc. Ou non, pas du tout. Non. Mais même aujourd'hui, même encore aujourd'hui, je n'ai pas du tout d'organisation. C'est mon grand désespoir. C'est aussi pour ça que je veux. Est-ce que c'est un défaut ? Je sais même pas. Non, je pense pas. Mais en fait, comme j'écoute beaucoup les enfants selon leurs besoins, du coup, c'est vrai que il y a des jours là, par exemple, avant les vacances, il faisait très beau et d'habitude le matin, il y a toujours un moment où il réclame à sortir. Donc, pardon. Il y a toujours un moment où il réclame à sortir. Donc, du coup, on sort. Et là, ce matin-là, logiquement, comme tous les matins, on sortait. Je leur dis, on sort. Ils ont pas voulu. Ils ont voulu faire de la pâte à modeler. Bon, on fait de la pâte à modeler. Voilà. Il y a pas de. J'attends de voir ce qu'ils me réclament, ce qu'ils veulent. Je n'ai jamais de choses précises à faire. Ils ramènent très rarement des trucs chez eux. Alors des fois, je pique des idées sur Internet. S'ils veulent faire de la peinture, je leur propose un truc que j'ai vu. Mais j'attends qu'ils. Voilà. Moi, chez moi, tout est à disposition. Alors c'est souvent le bazar du coup, mais du coup, ils vont me sortir la peinture, ils vont me montrer qu'ils veulent de la peinture. On fait de la peinture. Ils veulent faire des transvasements, ils me montrent le riz. On va faire du riz. Donc, tout est à disposition, quoi. Tout est à part ce qui est dangereux, c'est-à-dire que par exemple, comme je garde quand même un enfant qui a 5 ans, il y a des petits Legos, donc ça c'est en hauteur. Tout ce qui est pour lui, les ciseaux, la colle, tout ça, ça va être en hauteur. Mais sinon, peinture, pâte à modeler, aquadoodle, jeu, encastrement,
transvasement, bah c'est à disposition, quoi. D'accord. Donc clairement, donc je reviens un petit peu sur cette partie-là qui est donc tes débuts avant d'être asthmate, effectivement pour le coup. Donc pas de déception quelconque. Ce que tu avais comme idée, c'est ce que tu as retrouvé dans ton fonctionnement, donc pas de choses négatives par rapport à. Non, j'ai eu une période où je les observais beaucoup et du coup je me suis aperçue que je les observais plus que je ne m'investissais. Donc j'ai eu une période là au mois de décembre 2018, au mois de la passage 2018-2019 où j'étais tombée dans un peu dans un train-train et du coup je me suis dit il va falloir que je trouve quelque chose un peu pour me relancer parce que si je fais ça au bout d'un moment je vais plus rien faire. Et ça a été un peu une période un peu difficile et c'est une période aussi où j'ai rencontré des collègues de mon village et où on a monté un groupe très soudé. D'accord. Donc ça m'a vraiment aidé à me relancer en fait, à me faire c'est elles en discutant qui m'ont donné des idées, qui m'ont incité à sortir, qui m'ont accompagnée en tant que débutante et pour pas tomber dans cette caricature. On passe souvent l'isolement professionnel, pour le coup ça n'a pas été franchement le cas finalement. Bah non, parce que finalement très vite j'ai rencontré ces filles-là. D'accord. Elles vont nous écouter, donc je leur fais des gros bisous. mais voilà, et j'ai rencontré ces filles-là qui fonctionnaient toutes de façon très différente, mais avec une grande ouverture d'esprit. D'accord. Et du coup, vraiment, elles m'ont accompagnée, elles ont ajusté mon travail, quoi. Et ça a été vraiment une grande aide, quoi. À un moment donné, de dire, voilà, on sort tous les jours à peu près. Une bonne heure ensemble et on discute et quand on a un souci comme ça on en parle et on arrive à trouver des solutions, quoi. D'accord. Et justement une question qui me vient à l'esprit, est-ce que justement le fait d'avoir commencé ce métier, est-ce que tu as fait des liens entre toi, ton rôle de maman et ton rôle d'espace, est-ce que tu as changé des choses par rapport à ta façon de voir certaines situations auxquelles tu n'aurais pas pensé si t'étais pas asthmate finalement? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, du coup j'ai eu des regrets avec ma fille parce que je me suis dit là t'arrives à faire certaines choses avec ces enfants-là. Ah ouais, d'accord. C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ça répond à ta question. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire que avec ma fille je suis très dans mais même encore maintenant, je suis très dans la patience, très dans l'exigence tout de suite, machin, nanana. Ce que je ne suis pas avec eux, où j'ai une grande patience, où je suis très, où je parle doucement, où je vais pas m'énerver, etc. Et je me dis, parce que ma fille est une anxieuse chronique, mais c'est pas une façon de parler. Hein. Elle a vraiment une angoisse chronique qui existe, qui est soignée et tout. D'accord. Et je me dis, si j'avais réussi à faire ça avec elle, je pense qu'aujourd'hui elle serait sans doute moins angoissée, ça serait moins une grande angoissée. Et ça c'est un grand regret, ouais, parce que quand je me vois faire, je me dis j'ai pas eu la même. Enfin, sans doute parce que je savais pas aussi à l'époque. Voilà, j'étais maman débutante, donc sans doute oui. je savais pas et que maintenant, de mon métier j'ai dû me former et en me formant j'ai appris que c'était pas comme ça qu'on fait. Tu veux goûter ? Oui. Je te donne à goûter ça. Pain. C'est bon ça ? Pain. Oh, ça tombait. Alors. Tu aimes ? Elle fait une drôle de tête. Non, ça te plaît pas ? Ça te plaît pas ? Ga. Si tu veux. Et dos. Ça, c'est le plateau et dessus, il y a un oiseau. Donc on repart pour cette deuxième partie, là où on va aborder le travail actuel de Magali, donc assistante maternelle, et sur son fonctionnement. C'est voir si toi, même si on a pas parlé de ça donc auparavant sur la première partie, mais ton fonctionnement, donc c'est, est-ce qu'on peut parler de motricité libre pour le coup, parce qu'on parle beaucoup de ça, mais effectivement, est-ce que c'est ça ou pas Vas-y. Ah oui, moi totalement. Hein. C'est-à-dire que moi j'ai acheté un trampoline, voilà, mais à part ça, je ne fais pas du tout de parcours de motricité, etc. Par contre, je les laisse grimper j'ai des canapés qui sont pourris, donc je m'en fous, et je les laisse grimper sur les
sur les canapés, je les laisse, mais j'essaye de les aider le moins possible. De temps en temps, ils me grimpent sur les jambes, puis je soulève mes jambes pour faire comme une balançoire où ils doivent s'agripper à moi. Voilà, donc la motricité, elle se fait dans la journée et librement et de façon complètement pareille pour la micromotricité. Je vais les laisser aller fouiller des petits trucs dans la. Enfin, il y a des petites billes au fond d'un bol. Mais vraiment, tout est à disposition et ils font comme ils le sentent, quoi. Voilà. Maintenant. Tu disais qu'actuellement, tu avais des enfants de quel âge déjà? La plus petite, elle a 1 an. Je fais une adaptation jeudi avec une petite de 3 mois. D'accord. Et le plus grand, il a 5 ans. Et entre les deux, voilà. Et entre les deux, j'ai un enfant en périscolaire. Enfin, c'est pas vraiment du périscolaire parce que c'est un enfant qui est en situation de handicap et qui va à l'école que le matin. Donc, je l'ai tous les après-midi en réalité, plus les mercredis. Et après, entre les deux, j'en ai un qui a 18 mois. D'accord. Alors, on va justement y venir sur ce sujet-là qui est le handicap, parce que moi, ça m'intéresse aussi. Et je pense que ça va peut-être certainement intéresser quand même pas mal de monde, pour le coup. C'est comment tu as abordé, toi, ton métier et de cette fin pour en venir à vouloir accueillir, on va dire, un enfant porteur de handicap. Savoir si c'est quelque chose de longue date que tu avais en tête depuis un petit moment déjà et comment tu l'as abordé, ce truc-là. Alors, en fait, au départ, moi, j'ai travaillé longtemps avec des enfants et des adultes déficients intellectuels. Ouais. Donc, du coup, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Et quand je suis pour rentrer à l'éducation nationale, en fait, mon idée, c'était d'être professeur auprès des enfants en situation de handicap. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais j'avais toujours cette idée-là parce que quand j'étais éducatrice spécialisée, il y avait 2 choses qui m'avaient sauté aux yeux. C'est que il y avait énormément de mères qui étaient obligées de s'arrêter de travailler parce qu'il y avait pas de place, personne ne voulait prendre leur enfant en situation de handicap. Et ça me choquait énormément. Et la deuxième chose, qui n'a rien à voir, c'est qu'il y avait énormément d'adultes déficients intellectuels qui n'avaient pas accès à l'information sur la sexualité et qui du coup avaient une sexualité interdite et avec des avortements d'urgence sans consentement, des trucs extrêmement violents. Et du coup, ces 2 aspects-là me choquaient énormément. Et donc quand l'éducation nationale s'est terminée, moi, mon idée, c'était vraiment de continuer à travailler dans le milieu du handicap, mais autrement, parce que je voulais pas retourner dans le milieu de l'éducation spécialisée. Mais j'avais pas d'idée, et c'est quand je suis allée à la MAM faire mon stage qu'elle m'a dit mais puisque c'est ton truc, accueille des enfants en situation de handicap à l'intérieur d'une MAM. Et j'ai trouvé l'idée géniale d'accueillir des enfants à la fois en situation de handicap, mais à la fois des enfants qui ne l'étaient pas, de manière à vraiment créer une mixité et d'apprendre aux enfants qui n'étaient pas en situation de handicap à tout de suite avoir un regard positif sur l'enfant en situation de handicap et de l'accepter. Ça fait déjà quelques années de mémoire, enfin moi ça fait 5 ans que j'exerce maintenant, ça fait déjà quelques années, peut-être 2 ans au moins, où ils mettent en valeur maintenant plus en avant ce côté-là justement où d'accueillir un enfant porteur de handicap, c'est justement quelque chose qui est mis en avant. Oui, mais dans les faits c'est pas vrai. Parce je suis que d'accord. Nous, on galère. C'est que dans les dires, exactement. En fait, on te dit oui que c'est très bien, etc. Moi, quand j'ai exposé mon projet à la PMI, elle m'a regardé avec des grands yeux ronds, elle m'a dit ne dites surtout pas que vous montez une MAM de ce type-là, sinon on vous laissera pas la porte ouverte, on vous ouvrira pas les portes. Et ce qui est vrai, c'est que au bout d'un moment, quand j'ai présenté mes projets de MAM, j'ai arrêté de dire que je voulais accueillir des enfants en situation de handicap parce que dès que je le disais, on me disait bah non, alors non, on n'ira pas. Tu dis de fermer des portes, mais vis-à-vis de qui exactement? Bah parce qu'il faut demander aux mairies. Ah, tu parles de la municipalité, enfin Bah même les PMI qui sont pas chaudes. Ah bon? Les mairies qui sont pas chaudes. Enfin, c'est très très compliqué. Donc au bout d'un moment, on a dit bah on se tait et en effet, après quand on posera nos annonces, on cherchera des enfants en situation de handicap. Mais pour l'instant, on dit rien. D'accord, je suis étonné en fait. Je pensais je parlais plus moi des collègues en fait. Moi je sais que tu le sais certainement, mais comme tu disais, le handicap fait peur globalement.
Donc, moi, je connais une collègue à moi qui est comme toi, qui accueille toujours un enfant qui est atteint d'autisme, voilà, qui est autiste. Donc, on était, je l'ai connu en formation cette collègue-là, qui était en lien avec l'autisme. Donc, on était tous là, ouais, bravo, quoi. C'est vraiment un choix de vie qu'elle a fait, et comme toi, tu vois, enfin, ça a été mûrement réfléchi, si, ça a été mûrement réfléchi. C'était vraiment un choix de vie, quoi. Donc elle a mis tout ça en valeur chez elle. Enfin, elle a tout fait autour de lui finalement, et elle accueille également des bambins. Donc un qui est porteur de handicap et les autres qui sont à côté. Ouais. Et ça se passe très bien. Donc. Alors moi c'est dur parce que c'est un enfant quand même qui a une déficience intellectuelle légère et un autre handicap qu'on ne connaît pas et qui peut avoir des crises de violence soudaines sans prévenir. Et quand on est tout seul, moi heureusement que mon mari travaille à la maison et de temps en temps j'ai du soutien. D'accord. Parce que il y a des moments où c'est compliqué quand même. Il y a des moments où quand il commence à s'énerver et à vouloir tout casser autour de lui et que vous avez des petits autour qui pleurent parce qu'ils ont peur. C'est compliqué. Il y a des moments qui sont compliqués. Après, il y a une fois où moi je sais que je le dis, il y a une fois où je savais que la maman était à la maison en télétravail et où j'ai appelé la maman en lui disant là je ne peux plus. Il faut venir le chercher parce que là j'ai besoin de mettre en sécurité les autres enfants. Alors justement, pardon, excuse-moi, je te coupe. Justement, ça me fait penser, justement ce rapport, c'est super intéressant, ce rapport que tu as dû avoir entre les parents justement. Comment t'as fait pour les informer de ce choix-là, parce que j'imagine pour le coup que les autres l'ont reçu comment cette Alors moi de toute façon c'est dans mes projets, donc quand les premiers accueils les premiers entretiens que j'ai faits pour accueillir des enfants, je leur ai dit que j'étais susceptible d'accueillir des enfants en situation de handicap et que je comprendrais, et ce qui est vrai, je comprendrais tout à fait qu'ils disent non, moi je crains ça, etc. Je préfère quelqu'un qui me dise, mais même une asthmatique, tu disais tout à l'heure sur les asthmates qui acceptent ou refusent parce qu'elles ont peur, je préfère quelqu'un, que ce soit parent ou asthmate, qui dise moi j'ai peur, j'ai pas envie de le faire et qui dise non, plutôt que quelqu'un qui le fasse par bon cœur et charité et qui finalement fasse mal, quoi. Et il faut être ou qui démissionne au bout de 6 mois en disant c'est trop dur, quoi. Mais il faut savoir que c'est un vrai engagement en fait de le faire. Là, moi je sais, là avant les vacances, j'ai eu un moment très 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 compliqué avec cet enfant, mais au point de pleurer. Quand il partait, je pleurais. Je suis allée voir le RAM, j'ai discuté longuement avec la PR du secteur en disant j'en peux plus. S'il y a des moments où on passe comme ça, où c'est très très dur. Ouais. Donc il faut le savoir, quoi. Et moi j'ai eu des collègues qui m'ont dit mais démissionne, si t'en peux plus démissionne. Moi il reste 5 mois et je me suis engagée auprès de ce petit garçon, auprès d'une famille, mais auprès de ce petit garçon je me suis engagée. Je suis une figure de référence, je peux pas lui dire non, là les 5 mois qui restent, tu vas te démerder, écoute moi j'en peux plus, quoi. C'est à moi de prendre sur moi. Mais quand on le fait, il faut savoir qu'on peut avoir des périodes comme ça difficiles. C'est difficile. Donc en fait ton projet d'accueil était clair d'entrée de jeu finalement, donc il n'y a pas eu de surprise à ce niveau-là. Non, moi de toute façon je l'avais dit à la PR de secteur et c'est elle qui m'a appelé en me disant j'ai tel enfant qui est en situation de handicap, qui va être à l'école à côté de chez vous. Il est passé chez plusieurs asthmates, ça s'est plus ou moins bien passé. Et du coup, comme je sais que c'est dans votre projet, est-ce que ça vous intéresse de l'accueillir? D'accord. Et voilà. Et j'ai dit on y va. D'accord. Voilà. Ta façon de travailler justement par rapport avec ce petit-là, est-ce qu'elle est, pas différente? Est-ce que tu abordes la chose de manière un peu différente tout de même, ou non, c'est sur le même plan? S'il veut un jeu en particulier, est-ce que tu... Non, c'est le même, je fonctionne pareil. Après, la seule chose, c'est qu'avec lui, il va y avoir des moments très, très ritualisés. C'est-à-dire qu'on va répéter les mêmes phrases au même moment, avec les mêmes injonctions, les mêmes, voilà. Tout est très ritualisé et très cadré pour le coup, pour pas que ça déborde, quoi. Parce que dès qu'on lui laisse un peu de jeu, ça déborde et après tu peux plus gérer, quoi. Donc voilà, c'est toujours la même chose, on répète toujours la même chose, on fait toujours la même chose. Et par contre, j'écoute vraiment ses envies, c'est-à-dire que
s'il me dit, bah voilà, là j'ai envie de faire de la pâte à modeler, là j'ai envie de faire, oui, je parle beaucoup de pâte à modeler parce qu'en ce moment ils sont très pâte à modeler, mais voilà, ou si j'ai envie de faire de jouer à ça, etc., je le laisse faire. Après, il y a des règles, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est grand qu'il a le droit d'aller piquer les jouets des petits et leur faire peur. La règle elle est pareille pour tout le monde. Celui qui a son jouet, il garde son jouet et jusqu'à ce qu'il l'ait rangé à sa place. Le jouet, il est au petit qui a décidé de jouer avec, quoi. Parce que c'est vrai que une des raisons qui fait que le handicap fait peur, enfin pas que le handicap, mais c'est qu'effectivement un enfant qui atteint d'un handicap peut demander peut-être sans doute plus de temps d'attention qu'un autre enfant. Ah bah lui c'est évident. Lui c'est évident qu'il me demande quand il est là et de toute façon il ne supporte pas que je m'occupe d'un autre enfant. Ah oui. Donc quand il est là, il y a que lui, quoi. Alors après j'arrive à lui trouver des occupations qu'il adore de façon à ce que les choses j'ai du temps pour les autres. Et le fait est que les autres sont plus ou moins en horaire décalé, donc j'ai forcément un moment où je vais avoir du temps seul avec eux, que j'investis vraiment beaucoup. Donc celle enfin là j'ai un enfant de 2 ans qui vient de partir, mais celle qui a 18 mois, elle a forcément une matinée par semaine. Donc cette matinée-là, elle lui est consacrée quand on fait des choses avec elle, je suis consacrée à elle. Celui qui a 18 mois, non ça c'est celle qui a 12 mois, celui qui a 18 mois, il fait que 2 ou 3 jours par semaine parce que en fait sa maman elle est infirmière, donc du coup je l'ai sur des grosses amplitudes d'horaire. Donc là il va être soit très tôt là, soit là très tôt le matin, soit très tard le soir. Donc on va avoir des moments où on va être ensemble, qui lui seront consacrés, où je vais faire des choses plus personnellement avec lui. Et puis celui qui a 5 ans, en fait, j'essaye un peu de profiter de la sieste pour lui proposer des choses. Voilà. D'accord. Excuse-moi. En termes de oui. En termes de c'est parfait. En termes de formation, justement, est-ce que tu penses que vis-à-vis de ce sujet-là, est-ce qu'il y a des choses à faire à ton avis par rapport à ça? Je pense qu'il faut quand même avoir une bonne connaissance du handicap. Ça c'est. Je recommande pas, par exemple, à une assistante maternelle de 22 ans qui tout d'un coup décide de faire ça, mais qui peut le faire en bonne volonté, par bonne volonté. De faire ça disant moi j'ai envie de m'occuper d'enfants de handicap, j'y vais sans avoir au moins une expérience avant, quoi, et de savoir ce que c'est que le handicap vraiment, parce que c'est ce que je disais l'autre jour, c'est-à-dire que le handicap, une trisomie 21, un enfant avec atteint de trisomie 21, ça va être des enfants qui vont être très affectueux, qui vont être têtus, mais qui vont être et qui vont avoir un retard d'apprentissage, mais c'est pas un enfant qui va être forcément difficile, quoi. Mais ça peut être dans son caractère, indépendamment de son. C'est vrai qu'on connaît mal finalement chaque handicap, et finalement c'est vrai que la question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce qu'il faut aménager déjà son logement de manière particulière. Ça dépend des handicaps. Voilà. Donc moi là par exemple, au vu de son handicap, j'ai pas de raison d'aménager particulièrement mon appartement. Par contre, ma maison. Par contre, connaissant ses difficultés, ce que je vais lui proposer, en effet, ne sera pas à la hauteur d'un enfant de 5 ans. Je vais pas proposer la même chose d'un enfant de 5 ans et à cet enfant-là. Parce que cet enfant-là a beaucoup de mal à colorier, a beaucoup de mal à faire des formes, et du coup, ça va le frustrer et ça va l'énerver de pas savoir faire quelque chose. Donc voilà, quand il fait un bonhomme patate, on le félicite, on saute de joie, on lui dit bravo. On en est là, quoi. Je veux dire, il y a un moment, il faut s'adapter tout le temps à ses progrès. Moi, il est arrivé, il ne faisait pas un rond. Là, on en est au bonhomme patate. Donc, il sait bien. Voilà. Il y a une transition là-dessus, c'est parfait. Vis-à-vis des parents employeurs, justement. Tes relations vis-à-vis notamment de cet enfant-là, mais pas que celui-là. Est-ce que tes relations, justement, c'est quelque chose qui t'a... Comment elles sont déjà actuellement? Moi, elles sont excellentes. Quand j'entends mes collègues, j'hallucine un peu, mais moi j'ai vraiment de la chance. Alors est-ce que c'est de la chance? Je sais pas, parce que comme j'ai été éducatrice spécialisée, j'ai été formée aux techniques de l'entretien, donc du coup forcément sur un premier entretien, moi je cadre tout, mais tout, et
ça me permet après de sentir tout de suite les parents si ça va coller ou ça va pas coller. Ça m'est arrivé de dire non à des parents. Il y a d'ailleurs un article, si je me trompe pas, que tu as dû faire là-dessus sur Oui, l'entretien, sur sur comment l'aborder. comment on etc. mène à l'entretien. Du côté des parents, j'en ai fait un pour les parents Oui, c'est vrai. et un pour les asthmates, en expliquant voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait dire, l'attitude qu'on a, montrer qu'on a de l'intérêt pour l'enfant et surtout dire ce qu'on a, ce qui est possible et ce qui est pas possible, ce qu'on attend et ce qu'on n'attend pas, comment on s'organise. Moi, je leur dis toujours aux parents quand ils arrivent avec un peu d'humour, je leur dis je vous préviens, je vais vous saouler, je vais parler pendant 3 heures et voilà, je vais vous donner un maximum d'informations, mais je veux que les choses elles soient claires. Voilà, je veux pas qu'il y ait de malentendus et surtout, je leur dis moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit dans la communication tout le temps. C'est-à-dire que même s'il y a quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord, on est adulte, on est capable de discuter, on est capable d'être dans la conversation, dans la communication, et on va trouver un terrain d'entente, quoi. Et voilà, et le fait de tout étaler dès le départ et de savoir que tu peux toujours venir me voir et me parler, il n'y a pas de souci. Donc moi j'ai un cahier de transmission, donc. C'est ma question en fait. C'est un fameux transmission, c'était de l'oral, l'écrit, etc. Alors je fais les deux. Il y a un cahier, Il y a les deux. je dis tout à l'oral, mais je mets tout dans le cahier. De ce qui est fait dans la journée, de ce qu'il a mangé, etc. Ne serait-ce que s'il y a un problème médical le soir, au moins ils ont tout sur le cahier, ils sont tranquilles. Et en plus, dans le cahier, je mets toujours le numéro du RAM et le numéro de la PMI en disant si vous avez le moindre doute vis-à-vis de moi, vous avez ces numéros-là, vous pouvez vous référer. Comme ça, il y a une espèce de confiance où ils voient que je leur cache rien aussi, quoi. Et en fait, quand ils arrivent en confiance, ben ça se passe bien. D'accord. Juste un petit mot parce que du coup on l'a pas indiqué ça, mais le nom de ton blog, donc c'est l'ASMAG, c'est ça? Oui, l'ASMAG, ouais. l'asmag.blogspot.com du coup. Ouais, c'est ça. Je suis en train de regarder en même temps, c'est pour ça que je bafouille un peu. Il n'y a pas de souci. Je me promène. Découvre. Je me promène. Il y a déjà quelques articles quand même dedans. Ça fait je sais pas un mois et demi que j'ai à peu près que j'ai écrit dedans. Il est récent également. Ah, c'est très récent. C'est très récent. Et mais ça faisait un moment que ça me trottait, mais je savais pas. En fait, au début, j'avais tenté de faire une chaîne YouTube qui existe toujours d'ailleurs, mais où j'ai mis 4-5 vidéos, mais ça me prenait trop de temps à la montée de la vidéo, tout ça. Et du coup, je me suis dit, tu vas plutôt faire un blog parce que c'est ce que tu connais mieux, puis j'aime vraiment écrire. Et puis voilà, et du coup ça s'est fait comme ça, mais j'ai mis un bout de temps parce que je savais pas quelle forme je voulais donner, ce que je voulais aborder, et je voulais que ce soit clair dans ma tête avant de commencer. Et voilà. Et t'abordes pas mal de choses pour le coup, parce qu'effectivement, finalement, t'y parles beaucoup dedans, parce que pour quelques mois d'existence, déjà, il y a quand même pas mal d'articles quand même. Au début, j'écrivais tous les jours, et puis après, je suis tombée malade, donc du coup, j'ai pas eu le temps d'écrire tous les jours. Après, je suis partie en vacances, donc j'ai pas écrit tous les jours. Donc maintenant, j'essaie d'écrire 2-3 fois par semaine. D'accord. C'est pas mal. Où là, effectivement, tu abordes des questions, un petit peu de tout, justement, du départ, même pas que ça, d'ailleurs, sur les asthmates, sur ce qu'elles n'aiment pas. Je suis en train de regarder en même temps. Ouais, c'est un peu des conseils aux parents, aux asthmates, parce qu'il y a des choses que j'entends souvent revenir, qu'on a un peu tous connues, quoi. Le parent qui se pointe avec 1 heure de retard, qui prévient pas, ou qui... Ouais. Voilà, c'est des petites choses qui, pour les parents, peuvent ce que je peux comprendre, pour les parents qui peuvent paraître anodins. Bon, c'est pas grave, elle est à la maison, elle a d'autres enfants, elle va bien voir que j'arrive pas, c'est pas grave. Et qui pour nous, en fait, dans notre organisation, va bloquer une matinée, quoi. Donc, c'était bien à un moment donné de le dire, oui, ça se fait pas, quoi. Prévenez, ou voilà, des petites choses anodines, quoi. Ouais. Voilà. Je te coupe un peu brutalement, mais du coup, tu parlais tout à l'heure finalement on allait en parler de ça justement de tes collègues asthmates sur ton secteur. Tu m'as dit tout à l'heure que relativement rapidement, t'as été plutôt bien accueilli vis-à-vis de ton cercle de collègues, on va dire, et qu'assez rapidement vous avez pu vous constituer une espèce de groupe. Non, ouais. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Et vous êtes combien du coup? Enfin, comment ça s'est passé? Un peu bêtement, c'est-à-dire que un jour je suis allée au parc, j'ai une dame qui est venue vers moi et qui m'a dit vous êtes assistante maternelle. J'ai dit oui, je viens de commencer. Voilà.
Et j'étais en train de faire descendre un enfant au toboggan et elle me dit, ah ben, elle me dit, ah oui, vous êtes nouvelle, ça. Je dis, ah mais vous êtes assistante maternelle aussi, ok. On a commencé à discuter. Et elle m'a dit, bah, il faudrait que je vous présente les assistantes maternelles avec qui je m'entends bien. Je dis, ok. Puis elle m'a présenté les assistantes maternelles avec lesquelles elle s'entendait bien. Moi, j'ai présenté celle avec qui j'allais bosser à la MAM. Et puis petit à petit, c'est forgé une espèce de petit groupe comme ça. Et voilà. Et ça c'est là, on est en passe de monter une association pour les asthmates du secteur. D'accord. Voilà, mais c'est vraiment, on a ce petit groupe. Maintenant, on va au resto ensemble, on se fait des sorties extérieures. Oui, c'est plus que professionnel. Oui, on est devenus des copines, quoi. Mais après, ça nous empêche pas. Quand on bosse, on parle boulot. Et quand on est extérieur, on parle d'autre chose, quoi. mais voilà, mais on est très proches. On a une page WhatsApp. Quand on a un problème, on pose des questions. Voilà. Il y a un réseau qui s'est mis en place, quoi. Ouais, et c'est vraiment chouette parce que quand je suis arrivée, je suis tombée sur une asthmate qui était pas très sympa et à qui j'ai acheté une poussette double et qui était pas très sympa et qui a commencé à me dire du mal un peu de tout le monde. Ah, oui. Et du coup, j'ai été un peu refroidie en me disant bah je vais bosser toute seule et voilà, je vais pas pouvoir rencontrer des gens et du coup, ça m'a vraiment changé ma vision des choses. Bon, bah c'est une bonne chose. Et du coup, j'imagine que tu dans tes habitudes d'asthma, du coup, est-ce que tu fréquentes, autre chose, j'allais dire, que tes collègues? Est-ce que tu fréquentes le RAM? J'imagine que oui, peut-être. Ben, en fait, moi, j'ai pas de voiture, je suis dans un village paumé, et du coup, tous les vendredis matins, j'ai une collègue qui m'emmène au RAM avec les enfants. D'accord. Donc, ça a permis ça aussi de me permettre d'aller au RAM tous les vendredis matins. Après, je vais à la bibliothèque, je me suis inscrite à un jardin collectif qui permet d'aller jardiner dans un immense jardin. Il y a un château dans mon village avec des volières. On est allé voir les oiseaux l'été dernier. On est allé à côté de Fontainebleau, il y a un parc de jeux pour les enfants. Pendant les vacances, on est allé au parc de jeux. On est allé voir les ânes au parc du Bel-et-Bas à Avon, à côté de chez moi. Voilà, ça nous permet on y va ensemble, hein, souvent, mais ça nous permet de faire autre chose, quoi, d'aller à l'extérieur et de faire des choses un peu plus sympas, quoi. Donc il y a des choses à faire, finalement. Voilà. Ok. On a parlé un petit peu de ça, effectivement, mais également tout ce qui est ton environnement, on va dire, administratif pro. Est-ce que tu rencontres pas des soucis? Est-ce que ça se passe plutôt bien? Est-ce que t'as parce qu'on parlait du fait que ça n'a pas été le cas, mais de rencontrer des difficultés avant de commencer ton métier, mais est-ce que maintenant tu rencontres peut-être des difficultés? Tu me parlais du coup de ton projet de MAM, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure. Est-ce que tu rencontres des choses un peu compliquées? Comment ça se passe? Moi, j'ai pas cette impression-là. En fait, les choses se passent plutôt bien. Voilà. J'ai pas eu de problème avec la page, j'ai pas eu de problème, tout roule assez bien. Et heureusement parce que je suis un peu une phobique administrative, donc du coup, le jour où ça va mal se passer, je pense que ça va être la fin du monde pour moi. Donc j'ai pas trop de problèmes là-dessus. J'envoie moi j'envoie des fiches récapitulatives pour les parents à chaque fin de mois pour qu'ils sachent combien ils me doivent et c'est moi, je préfère. C'est toi qui le fais ça? Pardon. Moi, je préfère parce que moi, je fais moi-même les calculs parce que il y a plein de parents qui comprennent pas comment ça fonctionne. Je suis d'accord. Ça provoque des erreurs énormes. Après, il faut revenir dessus. C'est encore plus compliqué. Donc là, j'envoie ma fiche. Eux, je leur demande de vérifier si c'est bon. Voilà. Du coup, à chaque fois, il faut revenir. Il faut leur expliquer que non, on compte pas à l'heure. On n'est pas une babysitter. Qu'il y a une formule à expliquer. Que eux me doivent tant, etc. Bon. Donc ça, c'est assez compliqué. Mais voilà. Après, au moins c'est fait. La fiche, elle est envoyée et ils vérifient. Ils m'envoient Bon, des fois, je sais qu'ils vérifient pas, mais tant pis pour eux si ça leur dépend. Mais voilà, au moins les choses sont claires. Il y a de la confiance, quoi, en tout cas. Voilà. Mais moi, je fonctionne que comme ça. Et en fait, ils le savent parce que des fois, il y a des erreurs à leur avantage. Ils me disent Magali, là, vous êtes oublié 13 €.
écoutez, je sais pas, voilà. Ouais. Donc, C'est vrai qu'on parle souvent du côté, quand on devient parent, voilà, on devient parent, mais il y a aussi ce côté, la casquette, deuxième casquette qui est le côté employeur. Et souvent on dit effectivement t'es parent, mais le côté employeur, tu l'oublies bien souvent lorsque tu embauches une asthmate. ouais, alors après, j'ai vu qu'il y avait des parents qui oubliaient pas du tout le côté employeur, hein. Ah oui, voilà, mais- mais moi, j'ai pas de souci là. C'est vrai que, pour l'instant, je sais pas, ça va continuer, mais pour l'instant, j'ai plutôt de la chance parce que je suis plutôt tombée sur des gens qui étaient réglo, qui étaient dans la discussion. Quand il y avait un souci, les rares fois où il y a eu un souci, on en a parlé, les choses se sont tout de suite posées. Moi, quand je propose quelque chose par exemple pour les repas, moi je suis pour les faire manger très tôt solides. Pour qu'ils soient à table avec tout le monde, voilà. Je suis très DME, machin, pas passer 15 ans sur la purée. Je trouve que voilà, c'est plus intéressant de manger tous ensemble à table, quitte à l'aider un petit peu, mais voilà. Et j'en ai toujours parlé avec les parents très vite en leur expliquant. Et ça n'a jamais posé de problème. Les parents, ils m'ont toujours fait confiance en disant, écoutez, on tente, si ça marche, c'est bien, si ça marche pas, on reviendra. Oui, pas de souci. Et voilà. Et on est toujours dans la discussion. Et il y en a pas un qui impose sa vision à l'autre. Je trouve ça. Plutôt moi, bien. j'ai de la chance, quoi. D'accord. Donc, Et je reviens encore une dernière fois sur ce fameux, c'est un garçon, je crois, hein, qui est ce petit garçon qui est atteint d'un handicap, c'est ça? Ouais. Ouais. C'est un petit garçon. Ouais. Est-ce que ton rapport avec ces parents-là ont été comment au début? Enfin, j'imagine que ça a été simple, ça a été soucieux. Alors eux, ils étaient assez soulagés au départ parce qu'ils savaient pas Ils ont qui trouvé allait quelqu'un, prendre leur ouais. enfant, donc ils ont trouvé quelqu'un. Ah, ouais. Après, par rapport au handicap de leur enfant, il y a eu un peu de déni en fait, donc au départ. Donc on a eu un gros travail ensemble. Enfin voilà, j'ai essayé d'apporter ça tout doucement pour les amener quand même à ce qu'ils consultent. Voilà. Et puis finalement, ça c'est fait. Mais c'est vrai qu'avec ce petit garçon, il y a des fois, je suis plus éducatrice spécialisée qu'assistante maternelle. Ouais. Mais et des fois, et je leur dis en même temps. Des fois, je leur dis, vous savez, si mes conseils et ce que je vous dis, ça vous saoule, faut me le dire. Parce que des fois, moi, je m'auto-saoule à m'écouter, quoi. Donc, non, mais c'est vrai, parce qu'il y a un moment, t'es là, tu vois, ouais, c'est bien de faire ça, peut-être qu'on pourrait faire ça. Bon, la dernière fois, sa maman a dit, mais non, vos conseils sont toujours les bienvenus, c'est toujours à propos. Donc, ça m'a un peu rassurée. Mais voilà, j'ai ce rapport-là, mais c'est pareil, de confiance et quand ils sont pas d'accord, ils me le disent. Après, on est vraiment, là, pour le coup, on est inscrit dans une équipe, parce que j'échange aussi beaucoup avec la maîtresse. Oui. Avec qui je lui demande parfois des exercices parce que je sais pas quoi lui proposer, où elle va me dire comment ça s'est passé à l'école, ou moi je vais lui dire comment ça s'est passé chez moi, si on vit la même chose. Pardon, excuse-moi. T'avais un programme d'accueil, je pense, individualisé par rapport à lui ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça peut paraître bizarre, mais je suis pas trop pour en fait. D'accord. Les programmes d'accueil individualisés, parce que je trouve que ça les range dans une case. Ouais, d'accord. Et que du coup, tu vas faire un truc spécial pour lui, et que, en fait, ce qui est intéressant, c'est de proposer la même chose à tout le monde, et plutôt après adapter à chacun, tu vois, ce que tu vas proposer à tout le monde. Mais plutôt que de prévoir, lui, on va faire ça, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Il évolue beaucoup plus vite à faire comme tout le monde que si je propose un truc particulier. D'accord. Ok. Écoute, on va essayer de parler un petit peu de toi maintenant, mais en dehors de ton métier d'espace. Ouais. Est-ce que tu as des passions en dehors de tout ça? J'imagine que... Oui, alors, ou pas? Oui, moi je suis, j'ai fait des études artistiques, hein, donc je suis une fan de tout ce qui est artistique, peinture, théâtre, cinéma, lecture. Grosse passion pour la lecture. Là, j'ai une boîte à livres devant chez moi j'ai installé une boîte à livres devant chez moi pour que les gens du village puissent échanger des livres. Voilà, donc ça c'est vraiment moi là, la période de quarantaine, ça me fait absolument pas peur, hein. Du moment que j'ai un ordinateur où je peux regarder des films et des séries et que j'ai des livres, ça ne me fait absolument pas peur. T'es prête, c'est bon. Voilà, je suis prête, moi. J'attends que ça, moi. L'apocalypse. Voilà. C'est ça. Mais non, moi, je suis et puis j'aime énormément voyager, donc là, je prépare
Je devais partir à New York cette année. Je pense que C'est on va râpé. attendre l'année prochaine. Ouais, c'est raté, ouais. Voilà. Mais voilà, ça fait que 10 ans que je veux partir à New York. J'ai voyagé plus jeune. Je suis allée au Brésil, au Canada. J'ai fait une grosse partie de l'Europe. D'accord, ouais, globe-trotteuse, quoi, aussi, un peu. Ah ouais, j'adore. Vraiment, c'est mon grand malheur, c'est d'avoir épousé un casanier parce que si je pouvais partir tout le temps, partout, je serais, voilà. C'est mon bonheur. D'accord. Bah super, du coup, ouais, t'as des choses à faire à côté, finalement. Donc t'es très occupé, finalement. Ah oui, mais moi, je suis une Boulimique de... je suis une d'activité. hyperactive Ouais. pantouflarde, tu vois. D'accord. Voilà. Ça me définit bien. C'est-à-dire que je peux être toujours dans l'action, etc., mais en même temps, moi, il faut que j'ai des idées tout le temps, quoi. Et puis, il faut que je teste mes idées, il faut que j'ai des envies tout le temps, voilà. Ouais, Donc, mais puis en même temps, je suis une grande solitaire aussi, donc il faut aussi que j'ai des moments où je suis toute seule, où je fais mon truc dans mon coin, voilà. Donc, D'accord. Ce que je te propose, c'est qu'avant qu'on puisse faire cette dernière partie, là où on parlera finalement de l'hypothétique après Asmat, ou en tout cas après ton activité individuelle d'Asmat, donc on parlera à MAM entre autres, j'imagine. ouais. Si t'es d'accord, on va parler, comme tu disais justement, par l'Apocalypse. Oui, bien sûr. De ce qui se passe, parce que voilà, au moment où vous écouterez ce podcast-là, on est à un moment, on va dire, très particulier d'un point de vue pro, voilà. Ouais. Je te laisse en parler peut-être d'abord. Bah en fait là on est à J+3 de l'annonce de Emmanuel Macron C'est ça. sur la fermeture des écoles et la fermeture des crèches, et que les seules qui restent encore ouvertes, qui restent encore prêtes à accueillir, c'est les assistantes maternelles indépendantes, parce que les assistantes maternelles de crèches familiales et les assistantes maternelles de mairie ne sont pas autorisées à accueillir, et que du coup ça pose beaucoup de questions sur notre considération, on va dire. Et en plus on est amené à... Enfin, pour l'instant, chez moi, il n'y a pas de nouvelles, mais on peut être amené à accueillir jusqu'à 6, 7, 8 enfants chez nous, quoi. Et ça pose quand même... C'est quelque chose qui est visible. Alors, on s'arrête si on se trompe chacun l'un l'autre, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore relativement floues malgré tout. Oui, c'est ça. C'est que visiblement, c'est quelque chose qui est national, donc cette décision-là qui est d'allonger notre capacité d'accueil à 6, voire même plus. J'ai vu plus que ça, même visiblement, sur certaines régions. C'est quelque chose qui est national, donc moi perso, donc je suis de la Sarthe, donc je pense que je vais attendre la semaine prochaine pour avoir des nouvelles instructions de ma PMI, même si on en parlait ce matin. Les PMI, il y a des choses à redire, on va dire, peut-être, sur les retours d'informations. Mais effectivement, c'est quelque chose qui a l'air d'être national, et visiblement, chacune d'entre nous à SMAT serait dans la capacité d'accueillir plus que notre agrément actuel, donc jusqu'à 6 enfants. Ce qui nous paraît, après, chacun son avis, mais moi, ça me paraît inconcevable. Mais bon. Moi, je sais que j'ai des collègues qui sont prêts à le faire. Moi, il en est hors de question, pour une raison simple, c'est que j'accueille déjà un enfant en situation de handicap, qui est déjà difficile, ce qui est un accueil qui est déjà difficile. C'est passionnant, hein. Je reviens là-dessus, c'est quelque chose qui est passionnant, et si c'est à refaire, je le referai parce que j'ai appris plein de choses. Mais c'est quand même un accueil qui est difficile. J'accueille un enfant qui est enfant de soignant, la maman est en travail en soins intensifs. Donc, de l'accueillir, c'est aussi faire prendre des risques aux autres, faut dire ce qui est, et à moi, et à ma famille, et que je ne me sens pas capable d'accueillir 6 enfants plus la mienne chez moi, quoi. Bah, oui. Ça, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, il y a un moment, il faut être aussi honnête avec soi-même. Là, il y avait des infirmières qui commençaient à râler après des asthmates qui disaient, moi, je n'accueille pas 6 enfants, qui disaient, oui, vous n'êtes pas solidaire, nous, on est obligé d'aller sauver des vies, vous ne pouvez pas accueillir nos enfants. C'est pas ne pas être solidaire, c'est être consciencieux. Moi, si je pensais qu'à mon salaire, évidemment, je vais pas en accueillir 10, à la fin du mois, je vais être la reine du monde, je peux vivre 6 mois sans travailler, quoi. Mais moi, je fais pas ça que pour le salaire, quoi. Donc, si je veux faire du bon travail et être correct avec tout le monde, je peux pas en accueillir 6, quoi. Donc, comme tu le disais, je pense qu'on après, c'est encore une redite, mais je pense qu'on respecte de toute façon l'avis de chacun des collègues, ça, je peux le concevoir complètement. On parle de solidarité, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, s'il y a des collègues qui se sentent qui ont la capacité matérielle et en termes de temps d'accueillir, tant mieux, c'est parfait, c'est très bien. Exactement. J'ai rien à dire là-dessus, c'est très bien. Mais effectivement, si moi perso, je parle pour moi, en étant réaliste, je n'ai pas le matériel, donc voilà, j'ai pas la place chez moi.
donc je peux pas. Donc, en étant réaliste, on peut pas accueillir les enfants. Comme je disais ce matin, entre autres, à mon épouse, c'est que quand on est asthmate, on est empathique. Enfin, on a de l'empathie envers les autres. De toute façon, si t'es asthmate et que t'es pas empathique, ça sert à rien de tracer. Ça pose un problème. Ça pose exactement. un problème. Ouais. Donc, on les toutes et tous, on ressent tous de l'empathie pour les enfants et pour les parents, évidemment. Mais sur cette décision-là, enfin, moi, je comprends pas. Enfin, Non, mais en plus c'est cette façon un peu de dire, de toute façon, il faudra bien qu'il y en a qui se sacrifient, donc on n'a qu'à sacrifier cela, non quoi. Et puis on devrait avoir le choix d'être sacrifié ou pas. Enfin, je veux dire, on devrait nous laisser le choix de dire, vous arrêtez. Moi je conçois qu'il y ait des asthmates aussi qui aient peur pour leur famille, qui aient peur pour elles, qui en disent, moi j'ai plus envie d'accueillir parce que j'ai peur et qui ont envie de s'arrêter. Moi personnellement, j'ai pas envie de m'arrêter parce que d'abord c'est un métier que j'aime et puis ça me fait plaisir de travailler et puis que voilà, je sors de vacances, j'ai envie de les retrouver, j'ai envie de faire des choses, donc j'ai envie de travailler encore et puis je prendrai les mesures qu'il faut, mais j'ai pas suffisamment peur pour dire j'arrête de travailler quoi. Mais voilà, je vais prendre les mesures. Là aujourd'hui, j'ai nettoyé tous les jouets à la javel. Voilà, je vais leur faire se laver les mains plus souvent. Je vais sans doute dans la semaine aller acheter des gants en latex pour à certains moments me protéger et les protéger. Voilà, il y a des petites choses comme ça que je vais mettre en place que je ferais pas d'habitude. Bon, on va se débrouiller quoi. Tant que je suis dans la mesure de les accueillir, je vais les accueillir. Mais il y a aucune raison. Mais non, je ne me sens pas capable d'accueillir des enfants en plus. Donc non, ça ce sera. Tant qu'on m'oblige pas, je le ferai pas. Moi, je trouve que voilà, c'est une décision qui est inconsciente quoi, parce que ça va à l'encontre même de notre travail. Exactement. Enfin, on parle de bien-être de l'enfant, mais il sera où le bien-être de l'enfant à la fin? Exactement. Avec 6 enfants, t'as pas autant de temps, tu peux pas passer autant de temps avec tous les enfants en ayant 6 enfants simultanément. En plus des enfants que tu as chez toi et que tu dois potentiellement, en fonction de l'organisation, essayer de faire court à côté, c'est Exactement. C'est impossible. C'est impossible. Mais moi j'ai une fille de 10 ans avec qui il va falloir que je fasse l'école en plus. Ouais. Moi il y a des jours où je travaille de 7h à 21h. Voilà. Il y a des jours où je travaille de 7h à 21h. Où est-ce que, si j'en ai 6, comment je vais tenir physiquement, quoi? Ne serait-ce que ça. Et si je ne tiens pas physiquement, ça veut dire que je vais mettre des enfants en danger. Et ça veut dire que les enfants seront pas en sécurité chez moi, quoi. Et moi, je mets pas en danger les enfants. Donc, et c'est ce que je disais également, c'est que moi, je comprends pas une chose, c'est comment les PMI, on peut laisser passer ça. Enfin, s'il y a bien une administration qui est au courant de ça, de notre fonctionnement, c'est bien les PMI quand même. Ouais, moi aussi ça m'échappe. Elles auraient pu au moins se dire, mais non, mais écoutez, ça va, il y a un problème, enfin, il va se poser des problèmes, enfin, il va y avoir des accidents, enfin, je sais pas, mais il y a un moment où et puis encore une fois, voilà, au-delà des enfants, évidemment que c'est ma première pensée, mais au-delà des enfants, à quel moment on se dit, c'est-à-dire que en fait, on n'a aucune importance, c'est-à-dire que les assistantes maternelles indépendantes, on s'en fiche, quoi. Finalement, on va leur donner des enfants, puis qu'elles soient d'accord ou pas, on s'en fiche, elles vont le faire, et puis c'est comme ça, quoi. Parce qu'on me dit, oui, les infirmières, bon, c'est héroïque, hein, le personnel soignant et tout, c'est héroïque, en effet, d'aller soigner, etc., machin. Mais je rappelle que eux, ils ont le droit de retrait. C'est-à-dire que le jour où ils se sentent trop en danger et qu'ils sont plus en vie et qu'ils disent, non, là, on n'a plus les moyens et on arrête, ils ont le droit de dire on arrête et de pas venir. Nous, on n'a pas ce droit-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit non, vous continuez de travailler, on est obligé de continuer à travailler. On n'a pas le choix de dire non, on arrête. On peut dire non, on arrête, mais on n'a plus de salaire. Voilà. Donc, en tant qu'asthmate, on fait partie, si j'ai bien compris, donc du code de la famille et non pas du code du travail. C'est ça. Donc on n'a pas le droit au droit de retrait. Donc voilà, je trouve que c'est un peu. Voilà, je vais mal parler, mais je trouve ça un peu dégueulasse, quoi. De pas nous laisser le choix d'être solidaire. Voilà. On n'a pas le choix d'être solidaire. C'est ça. Et puis il y a ce sentiment, comme tu disais également, de encore une fois, et là particulièrement en ce moment, de sentiment d'abandon, quoi. Parce que comme je disais également il y a pas si longtemps, c'est que on est là, on voit que des réactions diverses et variées par rapport à ce qui se passe, mais c'est que des réactions individuelles. Il y a
si ce n'est les syndicats, mais bon, bref, voilà, il n'y a pas d'autorité au-dessus de nous qui sont théoriquement les PMI, qui font bloc en disant mais non, mais là il y a un problème. Enfin, on n'est que là en train de il n'y a que des réactions individuelles, mais en réaction à ce qui se passe, mais il n'y a rien pour nous. On n'a aucun soutien. Voilà. On n'a et... aucun soutien. On n'a aucune information. On est balancé. On nous balance les informations comme ça au journal télé, comme ça par hasard. C'est à nous de courir à la course aux informations. Et je n'ai, franchement, depuis le début de l'histoire du coronavirus, j'ai eu une notification mais nationale qu'on m'a envoyée telle quelle pour me dire qu'il fallait laver les jouets tous les jours et que si jamais je toussais un peu trop, il fallait aller voir mon médecin. C'est tout. Je n'ai rien eu d'autre. Pas un mot d'encouragement, pas un mot de on revient, mais ne serait-ce on revient vers vous dès qu'on a plus d'informations. C'est ça. Ça prend 3 secondes, un mail collectif, c'est 2 lignes. Vous allez pas me dire que ça prend beaucoup de temps la PMI, quoi. Simplement de rassurer. Et c'est ça, et pire que tout, c'est ce que j'allais dire, c'est que les PMI acquiescent tout ça. C'est pas qu'elles disent non, il y a un problème. Elles disent oui, d'accord, donc vous allez faire ci, vous allez faire ça, il faudra respecter ci, respecter ça. Et comme tu dis, moi de mon côté, moi j'en suis resté, là on est au stade 3, donc c'est encore récent, très récent, mais j'en suis resté moi à mon mail où il faut respecter le nombre de places par rapport à mon agrément, mais je suis pas en capacité, pour le moment, en tout cas, d'accepter plus qu'il ne faut. Mais ça va évoluer, j'imagine, dans la semaine, peut-être. Moi je n'ai même pas eu ce mail-là. Mais c'est via mon RAM, c'est pas par la PMI elle-même. Moi j'ai même pas eu ça, moi. J'ai même pas eu le fait que je pouvais dépasser ou pas, rien. Je n'ai rien eu. Au stade d'aujourd'hui, je n'ai rien eu. J'ai su par hasard parce que j'ai une copine qui travaille avec quelqu'un qui travaille avec le groupe de la PMI à côté de chez moi qui m'a dit ils étaient en réunion vendredi soir pour savoir si vous continuiez à accueillir ou pas. Voilà, donc je sais que vendredi soir il y a une réunion, mais je l'ai su totalement par hasard. Mais depuis, je n'ai rien, c'est-à-dire aucun mail, aucune information. Il y a une réunion vendredi soir, apparemment, pas plus de questions. Ouais. Donc j'attends demain, je vais laisser passer la matinée, mais moi demain, au début d'après-midi, je vais appeler la PMI pour savoir, ne serait-ce que pour savoir si je peux sortir avec les enfants, si je peux sortir avec mes collègues, ne serait-ce que ça, de savoir, et si on reste à la maison, est-ce que j'ai une limite d'accueil? Étant donné que j'accueille un enfant dont les parents sont soignants, est-ce que j'ai un accueil particulier pour cet enfant-là? Donc, voilà. C'est qu'il faut essayer, je pense qu'on peut peut-être en terminer là-dessus, mais il faut essayer de comprendre un peu l'état d'exaspération un peu des asthmates, quoi. C'est qu'en fait, comme je disais, on a tous le cœur ouvert généralement. Voilà, on garde des enfants, on est prêt à tout pour eux, voire même les parents. Mais à un moment donné, ça, il faut être, moi, s'il y a des parents qui m'écoutent, j'ai aussi envie de leur dire, pas tous, mais évidemment, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais renseignez-vous quand même sur les asthmates qui sont d'accord pour accueillir 10 enfants, quoi. Parce que moi, ça me paraît quand même un peu dangereux, quoi. Donc, moi, je ne juge personne, etc. Je ne connais pas les asthmates qui font ça, mais je suis plus rassurée par un asthmate qui dit bon, je veux bien en prendre 1 ou 2 en plus pour dépanner, mais monter à 10 avec une asthmate toute seule plus ses propres enfants, je sais pas, je comprends. Enfin, moi, je vois pas comment on peut faire. Mais comme voilà, on disait de penser au bien-être de l'enfant, c'est notre valeur à nous avant tout. Donc, quand on parle de 10 enfants chez une asthmate, non, c'est pas cohérent. Donc, non, c'est pas cohérent, exactement. Donc il y a un problème. Oui. Elle est belle cette voiture. Elle est belle, hein? Encore? Attends, on va essayer de remettre le pyjama là. Ah ouais. Oui, c'est la voiture. Elle est jaune, tu vois. C'est une jolie voiture jaune. Donc on repart sur cette troisième et dernière partie où on va aborder, on va dire, l'après
activité d'Asmat de Magali, du coup. Donc toi, Magali, question un peu bateau, mais comment tu te vois d'ici 1, 2 ans, 5 ans, etc. Ben, j'espère que j'aurai ouvert la MAM dont je rêve, voilà, avec mon équipe de choc, là. Voilà, ça, j'aimerais qu'elle marche. Ça, c'est mon rêve. Pour l'instant, parce que j'ai 10 000 rêves à la seconde, donc voilà, pour l'instant, c'est mon rêve. J'ai vraiment envie de ça. Une MAM qui écrirait des enfants en situation de handicap, des enfants qui ne le sont pas. Est-ce que tu connais déjà, toi, justement, des MAM dans ce style-là? Je connais une MAM qui accueille des enfants uniquement en situation de handicap. D'accord. Et je sais que ça existe, hein, les MAM mixtes, mais j'en ai jamais rencontré. Donc voilà, donc j'espère très prochainement. Et puis après, j'ai un autre souhait, mais alors là, quand je serai vieille, je pense, dans 20 ans. En fait, j'aimerais beaucoup créer, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, mais une structure qui accueillerait des adultes déficients intellectuels dans des appartements thérapeutiques. D'accord. Et qui, s'il le désire, pourrait élever des enfants avec un accompagnement adapté. Alors ça va prendre des années à monter ça. Donc, mais ça fourmille déjà dans ma tête. Il y a du taf, ouais, du coup. Ouais. Je reviens sur la MAM, du coup, quelques secondes parce que c'est un truc qui m'intéresse aussi également. Et puis, les MAM, voilà, tu connais, du coup, pour le coup, les deux aspects. Toi, l'aspect MAM, parce que tu vis à ta fille, voilà. Ouais. Tu as vu ça. En et tant le que côté, parent, ouais. en tant que parent, voilà. Et individuel, parce que c'est ce que tu fais actuellement, du coup. Mais on parle souvent du fait que de proposer un projet de MAM, c'est compliqué de toute façon à la base. D'autant plus visiblement s'il y a le côté handicap en plus, parce que tu nous disais tout à l'heure qu'effectivement que ce côté-là handicap, faut pas forcément en parler si on veut aller au bout du projet, quoi, visiblement. C'est ça. Oui, en fait, on nous a clairement dit qu'il fallait pas trop en parler, quoi. Après, en effet, ça nous a plus ralenti qu'autre chose. Ouais. Donc maintenant on n'en parle plus et on fera bien comme on veut. Voilà. Après le projet de monter un projet de MAM, c'est pas forcément. Moi je trouve pas ça hyper compliqué, mais peut-être parce que j'ai déjà monté beaucoup de projets dans ma vie et que du coup, du fait d'avoir été éduque, tu remontes tout le temps des projets, tu sais ce qu'ils en attendent, tu sais ce qu'il faut mettre, etc. Donc c'est pas quelque chose qui m'a posé problème. Après, j'imagine, ça va être mal perçu ce que je dis, hein, il faut pas le prendre mal, mais que quelqu'un qui est assistante maternelle depuis 20 ans, qui a ce projet-là et qui a pas forcément fait des études prolongées, rédiger un projet de MAM, ça peut être compliqué parce que ça demande une certaine technicité en fait. Donc voilà. Quand tu parles de monter un projet de MAM, on est d'accord qu'en fait, vous êtes combien de collègues du coup sur le projet là? Alors là, on est 2 sûrs et une troisième qui est en train, on espère va se décider. Voilà. Parce qu'on a vraiment très envie de travailler avec elle, mais ce que je comprends, hein, tout à fait, elle a besoin de réfléchir. On était 3 au départ et il y en a une qui a dû partir parce qu'elle s'est engagée dans autre chose et que c'était compliqué de tout mener de front. Donc on l'a laissé partir parce qu'on comprend. Hein, quand le projet est très long, après on peut pas forcément s'investir trop longtemps. Souvent dans un projet de MAM qu'effectivement il faut que vous ayez la même cohésion et la même vision des choses. C'est ça. Et en fait, moi, c'était l'essentiel. En fait, l'important pour moi, c'était d'être avec des personnes qui avaient la même vision des choses, la même façon de travailler que moi, la même vision du travail, la même vision d'aborder les enfants, la même douceur, voilà. Et en même temps, qu'ils soient très complémentaires à moi. C'est-à-dire que moi, je suis bordélique, je suis pas du tout cadrée, je sais pas m'organiser. Donc, il me fallait en face des gens qui étaient très carrés, qui savaient s'organiser, qui classaient les papiers, qui étaient capables de faire de l'administratif, qui étaient capables de me recadrer aussi, de dire attends là tu pars en vrille, tu vas trop loin. Voilà ça, on va revenir. Mais par contre moi j'ai le défaut de mes qualités, j'ai les qualités de mes défauts, c'est que j'ai énormément d'idées, je suis pugnace, je vais aller au bout des choses et du coup excuse-moi j'ai toussé. Et donc je vais au bout des choses et du coup c'est des qualités qu'elles n'ont pas forcément, c'est-à-dire qu'elles sont pas forcément autant dans les idées, elles vont pas forcément innover dans les expériences, voilà. Donc du coup on se complète vraiment là-dessus.
Parce on sait que globalement, enfin, la majorité des raisons pour lesquelles une MAM peut ne pas se faire, c'est justement la première chose, c'est le manque de cohésion. La mésentente. En fait, la MAM où était ma fille, c'est pour ça qu'elle a fermé, parce qu'elles étaient 4 et qu'il y en a une avec la quatrième avec qui ça ne fonctionnait plus. D'accord. Et qui finalement, en partant, a fait une dénonciation calomnieuse à la PMI. Ah zut, d'accord. Et voilà, je suis désolée, j'ai encore toussé, j'ai un truc dans la gorge, je vais boire un coup, ça va mieux. Zut, le virus est déjà là chez toi. Non mais ça fait 1 mois et demi que je tousse, donc je m'inquiète pas. Donc voilà, donc du coup, qu'est-ce que je disais ? Là, sur la cohérence. Voilà, donc du coup, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur de travailler avec des gens que je connaissais et qui étaient capables de travailler comme moi, de me comprendre, d'être dans cette tolérance-là aussi. D'accord. C'est-à-dire qui allaient pas me faire un cake au premier verre oublié sur la table. Voilà, qu'il fallait que ce soit des gens comme moi, quoi. Ok. D'accord. Petite chose également d'un peu plus, on va dire, là on va essayer de se projeter un tout petit peu plus, toi justement sur la vision de la SMAT d'ici quelques années, tu te vois comment tu vois la vision du métier d'ici quelques années justement. On parlait justement il y a quelques temps de ce contexte assez particulier qu'on vit en ce moment. Uh-huh. Bon, tu vois ça comment toi d'ici quelques années, ce métier-là ? Moi je suis assez pessimiste, mais sur le monde en général, hein, pas que sur les métiers d'asthmat. Voilà, c'est que moi je pense, je suis très écolo et du coup je pense que dit-elle avec une bouteille d'eau en plastique dans les mains, mais je suis très pessimiste sur le monde qui arrive. Je pense qu'on va avoir affaire à un crash boursier. Je pense que le monde de demain ne sera pas du tout le même écologiquement parlant. Voilà, je pense qu'on vivra plus du tout de la même façon, qu'on arrive à une fin de société, quoi, que la société dans 10-15 ans sera plus du tout la même. Donc est-ce qu'on aura encore un rôle à jouer dans cette société-là ? Comment on va le jouer ? Est-ce que les assistantes maternelles auront encore un rôle à jouer dans cette société-là ? Je sais pas. Et est-ce que tu crois, c'est une question, est-ce que tu crois encore à la solidarité ? Justement, on parle de ça tout à l'heure. Mais bien plus que, en fait, les gens ne pensent, en fait. Moi, je suis très étonnée, je suis toujours très étonnée. On est quand même, alors c'est les Français, hein, parce que j'ai beaucoup voyagé et c'est pas du tout pareil ailleurs, mais les Français ont quand même une grande capacité à s'auto-flageller et à dire à quel point ils sont nuls et mauvais, etc. Et qu'ils sont pas solidaires et de retenir que ce qu'il y a de négatif, en fait. Et là, on voit que des sur les réseaux sociaux, on voit que des images de gens qui piquent le PQ, qui piquent les pâtes, etc. Mais moi, quand je regarde, alors je dis pas qu'au supermarché je l'ai pas vu, mais quand je regarde au supermarché, je vois aussi des gens qui vont faire leurs courses pour leur voisin qui est plus âgé. Je vois aussi là dans la classe de ma fille, on s'est tous organisés là et on va faire un tableau pour savoir qui peut prendre les enfants à quel moment pour faire la classe à la maison, pour pas gêner trop un tel qui doit aller travailler ce jour-là, de manière à ce qu'il n'y ait pas 15 enfants dans une baraque non plus, donc qu'ils soient tous par 1 ou par 2. Ouais. Donc la solidarité, voilà, on a une page WhatsApp sur la classe, les gens ils s'encouragent, ils s'entraident, et ça on le voit jamais en fait, on n'entend jamais cette solidarité-là, cette réflexion-là qui en fait on se rend même pas plus compte que c'est de la solidarité parce que ça nous semble normal. Et on retient que ce que. Mais c'est tellement facile de prendre de ne retenir que le négatif. En fait, on voit que ça. Enfin... Mais oui, mais en même temps, moi, je vois autour de moi qu'il y a une vraie solidarité qui se fait. Que voilà, moi, je sais que sur ma page Instagram, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de voir les gens qui parlaient du coronavirus, qui faisaient des trucs hyper négatifs, etc. Moi, je me suis amusée à mettre des chansons qu'on ne pouvait plus chanter pour faire rire les gens, tu vois.
Genre, donne-moi ta main et je prends la mienne, tu peux plus la chanter. C'est clair. Ou, j'aurais voulu tenir ta main, tu peux plus la chanter. Big bisou, tu peux plus la chanter. Voilà. Tu vois, c'est des trucs comme C'est ça, vrai. tu vois, mais faire un peu rire les gens autour de ça et un peu de légèreté, quoi. Ça va durer 5 semaines. Alors si on commence à paniquer, au moins 5 semaines. Donc si on commence à paniquer Mais c'est vrai maintenant, que les gens aiment ça. Enfin, il Oui. y a une partie de nous-mêmes qui aime ça de vivre ces climats anxiogènes quand même. Et en se disant qu'après on se plaint en se disant ah oui mais ça va pas, blablabla. Enfin, il y a. sauf qu'ils s'oublient que la société c'est nous et que les images qu'on diffuse, Bah oui, c'est ça. nous, Donc, quoi. on a Donc, je vais pas dire on a ce qu'on mérite, enfin presque, plus ou moins, mais également dans le cercle actuel que je vois notamment sur Instagram, je vois des activités qui sont en train de se faire vis-à-vis de nos aînés qui sont quand même pas mal. Je vois des enfants qui vont certainement faire des dessins. Bah oui, pour nos aînés. je sais que voilà, ma fille elle se préoccupe de la voisine qu'elle aime bien. On est allé faire les courses. Elle a dit c'est moi qui m'occupe de prendre les légumes. Voilà, on est allé faire les courses pour la voisine et puis c'est ma fille qui s'en occupait et je trouve ça chouette, quoi, tu vois, d'un moment donné de s'arrêter 2 minutes. Je pense aussi que ça va apporter cette réflexion-là à un moment donné, de faire attention les uns aux autres, quoi. Voilà. Bon, on va espérer qu'il y a, en tout cas, un rebond après cette période qui s'annonce compliquée, en tout cas. Donc. Ouais, mais c'est compliqué, mais je pense que c'est qu'un début, hein, que après. Ça va être bien pire. Donc on va avoir des virus qui seront encore bien pires. Peut-être. Donc il faut s'habituer. Je pense qu'il y a un moment, il faut raison garder. Bon bah voilà, ça arrive. Je pense que le gouvernement ne fait pas ça pour nous embêter. Et je pense que quand il nous demande de rester chez nous, je pense qu'il aimerait mieux se faire des sous avec l'économie plutôt que nous faire tous nous arrêter en disant on arrête tout et vous démerdez. Donc voilà. Donc il faut faire avec et voilà. Et c'est pour ça je reviens là-dessus, puis c'est juste pour ça qu'on a aussi nous aussi un rôle important, c'est que du coup, on parlait encore du bien-être des enfants, mais notre rôle c'est ça, c'est aussi de les préserver si à la maison ça va pas, oui, de cette angoisse, si ça se vit mal, s'il y a des angoisses à la maison et que chez nous ça fait une bulle entre guillemets de bien-être, c'est aussi notre rôle de mais exactement, mais comme on le fait quand il y a des parents qui divorcent, quand il y a des parents qui quand il y a un déménagement, quand tout d'un coup ils sont paumés, on est un peu le phare, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, là ça bouge pas, quoi. C'est le truc où je peux me repérer, où tout va bien jusqu'à la calmie, voilà. C'est comme ça. C'est comme ça moi que je fais mon boulot, quoi. N'oubliez pas que nous sommes importants. Voilà, c'est ça. Nous sommes importants. Exactement. Ce sera le mot de la fin dans ce cas-là. Donc, je te remercie encore une fois d'avoir accepté mon invitation. C'était c'est moi qui te remercie. Un vrai plaisir d'avoir fait ce podcast avec toi. On se tient au courant de toute façon par tout ce qui va se passer là dans peu de temps et d'ici quelques semaines. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain Blabla Smat avec un ou une autre invitée. Merci beaucoup. Ça marche. À bientôt. À bientôt.